Donc aujourd'hui, je voulais faire le top 4 des pires actions qu'on peut acheter selon moi en ce moment, donc en gros en septembre 2025, du point de vue d'un investisseur long terme, puisque de toute façon l'investissement long terme c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent en bourse. Et juste avant de démarrer, si vous voulez recevoir par email ma checklist d'investissement, c'est le premier lien en description, donc c'est tous les critères que je regarde avant de choisir une action. Et donc allons-y, alors là, la quatrième du top 4, donc c'est pas Microsoft, c'est Nvidia. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis Nvidia dans ce top 4? C'est une question de valorisation et d'attente qui sont qui ne laissent pas assez de marge d'erreur, quoi. Donc pourquoi? Parce qu'on a un prix sur free cash flow qui est de, on va arrondir à 60, 58,76. 60, ce que je me dis, c'est que il y a 0% de chance pour qu'il reste à des multiples aussi élevés pendant longtemps, et la probabilité que ce prix sur free cash flow soit au moins divisé par 2. Alors l'incertitude c'est sur l'horizon de temps, donc je pense qu'il y a une certitude sur le fait que le price free cash flow soit au moins divisé par 2. Par contre, il y a incertitude sur quel sera l'horizon de temps, quoi. Est-ce que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon ça on sait pas. Mais voilà, je considère qu'ils vont retourner à 30, et encore, 30 ça reste élevé. Donc, dans des scénarios qui se passent moins bien, il pourrait très bien tomber à 25, voire à 20. Et dans ce cas-là, s'il tombe à 20, ça fait déjà un divisé par 3 quand même, ce qui est assez violent, puisque du coup, pour que ça fasse un bon investissement aujourd'hui, il faudrait qu'ils arrivent à le compenser au niveau de leurs fondamentaux. Mais pour cette vidéo, on va prendre le scénario optimiste où le prix sur free cash flow ne redescend qu'à 30, on va pas prendre 20. Donc si on redescend à 30, c'est-à-dire qu'il est divisé par 2, on va regarder du coup le free cash flow. Donc sur les 12 derniers mois, il est de 72 milliards de dollars. Et donc pour ne pas perdre d'argent, donc pour compenser le fait que le prix free cash flow va être divisé par 2 au bout d'un certain temps, il faudrait que ce free cash flow, il double. Donc il passe à 144 milliards. Donc 144 milliards de dollars de free cash flow, il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a à ma connaissance, il me semble, aucune entreprise qui fait autant de free cash flow. Apple, ils sont à 100 milliards de free cash flow aujourd'hui, donc ça veut dire que ça deviendrait l'entreprise qui génère le plus de free cash flow sur un an de l'histoire. Et là, j'ai pas encore parlé de gagner de l'argent, là, j'ai juste parlé de ne pas en perdre. Tu fais un x2 d'un côté divisé par 2 de l'autre, donc t'es juste flat, quoi. Donc maintenant, si on parle de gagner de l'argent et d'essayer de faire mieux que le marché, j'imagine qu'on vise au minimum 12% par an de performance. 12% par an, ça veut dire que tu doubles en 6 ans. Et donc, pour l'exemple, on admet que le prix de free cash flow est divisé par 2 au bout de 6 ans, enfin en 6 ans quoi, en gros dans 6 ans il est à 30, et donc pour qu'un investissement sur Nvidia aujourd'hui donne du 12% par an de performance, il faudrait du coup que ce free cash flow là soit multiplié par 4 dans 6 ans, donc ça ferait du 288 milliards de free cash flow. Je rappelle que 288 milliards, c'est, je pense que c'est exactement le chiffre d'affaires actuel de Microsoft. C'est ça à peu près. Donc en 2025, ils ont fait, sur leur année fiscale 2025, 282 milliards de chiffre d'affaires. Il faudrait que dans 6 ans, Nvidia fasse plus que ça en free cash flow pour que ça donne une bonne performance dans l'hypothèse où ils redescendent à un prix sur free cash flow de 30, mais ce qui me paraît être une quasi-certitude, voire une certitude, quoi, au bout d'un certain horizon de temps. Donc maintenant, à partir de ça, on peut être aussi convaincu qu'on veut que Nvidia c'est une super entreprise, que l'IA c'est génial, etc. Ça me paraît quand même être un pari extrêmement optimiste, quoi. La probabilité que ça se passe bien me paraît très faible, et enfin, en gros, en achetant une action à 60 frais de free cash flow, il y a très peu de cas où on va bien s'en sortir, quoi. C'est en général des très mauvais paris. Enfin, disons que dans les faits, ça fait extrêmement rarement des bons investissements, et donc on en déduit que ça fait un mauvais pari à prendre. Et d'autant plus quand les marges sont déjà au maximum de leur potentiel, quoi, parce qu'ils ont 45% de marge du free cash flow, donc on peut pas non plus compter sur une augmentation des marges, quoi. Donc voilà, pourquoi est-ce que je mets Nvidia dans ce top 4 en numéro 4. Maintenant, en numéro 3, j'ai mis Tesla. Donc pourquoi Tesla en numéro 3? Les raisons sont un peu différentes de Nvidia. Déjà, première raison qui joue beaucoup contre eux, c'est qu'ils sont dans un secteur de merde. L'automobile en investissement, en général ça se passe mal, quoi. L'exception c'est Ferrari, mais c'est plus un produit de luxe, quoi, au final, que vraiment une voiture. Ça on le vérifie ici par exemple avec les 6 critères Graham. Donc on a un ROCE qui est très faible, un nombre d'actions, donc il y a une partie de leur croissance qui a été générée grâce à une explosion du nombre d'actions. Donc ça dilue les actionnaires existants, et les marges sont très faibles, quoi. Là, même la marge brute est en baisse, ils sont à une marge brute de 17,41%. Donc quand tu pars d'une marge brute de 17,41%, t'es un peu mal, quoi. Donc déjà Tesla, c'est pas ce qu'on peut appeler une entreprise de qualité, hein. Le plus important, c'est déjà ça, déjà trouver des bonnes entreprises. Et puis on voit même que sur les 12 derniers mois, ils sont en décroissance, ils ont perdu du chiffre d'affaires.
2024, ils avaient fait 97 milliards 690 millions. Sur les 12 derniers mois, ils sont à 92 milliards 720 millions. Donc voilà, déjà niveau qualité pure du business aujourd'hui, il y a pire, mais il y a aussi beaucoup mieux, quoi. C'est pas exceptionnel du tout. Donc après ça, l'argument qui revient, c'est que Tesla, c'est pas une entreprise d'automobile, mais aujourd'hui, factuellement, 75% de chiffre d'affaires, c'est les voitures. Après, il y a 25%, c'est une combinaison de services et autres, donc un peu fourre-tout, et génération d'énergie et storage d'énergie. Sauf que ces parties-là, c'est aussi des segments assez peu rentables, quoi. Et si on regarde niveau valorisation, Tesla, ils sont aujourd'hui à 213 fois le free cash flow, donc tout à l'heure, Nvidia, c'était 60. 60, c'est déjà énorme. Et là, Tesla, c'est 213, donc c'est encore à un autre niveau. Et donc, pourquoi est-ce que la valorisation de Tesla est aussi élevée? Parce que Tesla, ils font beaucoup de promesses, et en ce moment, et souvent, les investisseurs de Tesla, les personnes qui investissent dans Tesla considèrent que ces promesses, elles sont acquises, quoi. Ça va se passer comme prévu. Mais encore une fois, comme dans le cas de Nvidia tout à l'heure, et comme toujours, de toute façon, si on pense en termes de probabilité, ce qu'il faut toujours faire en investissement, on remarque que, historiquement, investir sur des promesses, c'est des promesses d'innovation future, des promesses de révolution et même des promesses en général, ça marche pas, quoi. Enfin, tu répètes l'expérience 100 fois, tu finis ruiné, quoi. Donc oui, il y a une fois, 2 fois, 3 fois, ça va marcher. Est-ce que ça va marcher sur ce cas-là, précisément à ce moment-là de l'histoire? Encore une fois, c'est un pari que moi j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de mettre les probabilités en ma défaveur. Et puis en plus, il faut se demander, si les promesses se réalisent, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui? Et justement, comme aujourd'hui les investisseurs ont déjà l'air, les investisseurs dans Tesla ont déjà l'air de considérer que ces promesses, elles vont se réaliser, quoi. Il est bien possible que, même si elles se réalisent, on gagne pas grand-chose à partir du prix actuel, quoi. Parce que là, à 200 fois le free cash flow, il y aura forcément un moment, si on pense long terme, où Tesla se retrouvera à des multiples de valorisation standards. Donc grand maximum 30, mais encore pour une entreprise comme ça, même si leurs promesses justement de full self-driving, robot taxi, etc. se produisent, même pour des excellentes entreprises, ça reste la fourchette très haute, quoi. Et puis aussi, il faut pas oublier non plus que dans la période là où ils ont eu des croissances explosives, 2020, 2021, 2022, ils ont bénéficié des taux bas quand même, qui étaient historiquement bas, puisque les voitures, c'est des produits qui sont principalement achetés à crédit, quoi. Donc, il y a pas mal de choses qui jouent contre Tesla, donc voilà pourquoi je l'ai mis en numéro 3 de ce top 4 des pires actions achetées selon moi en ce moment. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis Palantir. Alors Palantir, c'est un cas qui est... disons que dans la logique de pourquoi est-ce que je ne veux surtout pas investir dedans, on est très proche de celle de Nvidia, mais en pire, voilà. C'est la même logique en bien pire, parce que c'est une entreprise qui a des fondamentaux, des vrais fondamentaux qui sont même bons, hein. Enfin pas sur tous les aspects, mais il y a des bons trucs, quoi. Des bonnes croissances, ils sont rentables, ok, même si on enlève, il y a beaucoup de SBC, mais même si on enlève les SBC, ils sont quand même rentables, le ROCE est bon, les marges sont bonnes, ils ont du cash, tout ça. Donc voilà, comme Nvidia, c'est une entreprise qui a des bons fondamentaux et qui en ce moment est dans une phase où ça se passe très bien, mais on en revient donc au problème de la valorisation, c'est que tu peux très souvent te retrouver avec une bonne entreprise qui donne un investissement de merde si tu l'achètes au mauvais prix, et c'est souvent, le pire, c'est quand tu l'achètes au moment où ça se passe justement le mieux pour cette entreprise-là, dans une phase particulièrement bénéfique pour elle, quoi. Et donc où les attentes sont hyper élevées, et donc où les valorisations sont complètement aberrantes. Et aujourd'hui, c'est le cas sur Palantir, puisque Palantir, c'est aujourd'hui 230 fois le free cash flow, donc c'est encore pire que Tesla. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur Tesla, mais si j'ajustais avec les rémunérations en actions, ça doublait, quoi, hein. Ça donnait sur Tesla du 400 et quelques. Là, sur Palantir, si on nettoie le free cash flow pour l'actionnaire en enlevant les SBC, ils sont à 400 fois le free cash flow. Même si on regarde un multiple de chiffre d'affaires, 114 fois le chiffre d'affaires, là, c'est des niveaux complètement... il y a rien, en fait, il y a absolument aucun argument qui peut justifier une valorisation à 114 fois le chiffre d'affaires. Parce que là, sur Nvidia, je disais qu'on était condamné à se prendre un divisé par 2 au niveau de la valorisation au minimum. Mais là, sur Palantir, je considère que si j'investis sur Palantir, je suis condamné à me prendre, c'est là au grand minimum un divisé par 3, mais voire ça peut être bien pire. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps, en 2023, parce qu'ils avaient eu une période de hype en 2021, quand les valorisations du marché avaient atteint des plus hauts historiques, à 40 fois les bénéfices, et on voit qu'ils sont quand même passés, en l'espace d'un an, de 34 fois le chiffre d'affaires, ce qui est déjà beaucoup, à 7 fois le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 115, hein, donc ça donne une idée de ce qui pourrait se produire. Donc voilà, pour moi, Palantir, c'est un cas simple où je me dis, il n'y a pas besoin d'analyser 3 heures. Dans tous les cas,
acheter une action à 115 fois le chiffre d'affaires, c'est de la folie, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, voilà pour Palantir. Et en numéro 1, j'ai mis MicroStrategy. Et je viens de réaliser que j'ai dit valorisation divisée par 3 au minimum sur Palantir, mais en réalité, je pense que c'est le minimum divisé par 4 ou 5. Donc, bref, voilà pour Palantir. Donc, MicroStrategy, numéro 1 de ce top 4 des pires actions à acheter. Donc, pourquoi? Alors déjà, niveau valorisation, ça sert à rien de regarder. Pourquoi? Puisque c'est une entreprise qui a totalement laissé tomber le vrai business qu'il y avait derrière, qui n'a jamais très bien performé d'ailleurs et qui est maintenant en déclin. Donc je sais que c'est pas le cœur de la stratégie de MicroStrategy aujourd'hui, mais c'est quand même important de savoir qu'il n'y a plus aucun fondamentaux, quoi. Et que le business qui est derrière est en déclin. Donc voilà, un chiffre d'affaires en baisse depuis 2014 et ça continue. Donc, ils génèrent plus du tout de free cash flow, hein, ils sont en énorme perte aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a plus rien à attendre du vrai business qu'il y avait derrière avant, déjà. Et donc la stratégie de MicroStrategy, c'est de s'endetter beaucoup et de diluer les actionnaires, donc d'émettre énormément d'actions pour acheter du Bitcoin et accumuler un maximum de Bitcoin. Donc c'est un pur pari spéculatif. Déjà, on ne parle plus d'investissement, on parie simplement sur le fait qu'il y aura plus de demandes pour le Bitcoin dans le futur et que le cours de MicroStrategy va augmenter encore plus que celui du Bitcoin, quoi. Et donc en plus du fait qu'il n'y ait pas de fondamentaux et que ce soit complètement un pari spéculatif, il y a des gros problèmes avec le fait qu'ils émettent énormément d'actions et avec le fait qu'ils aient beaucoup de dettes, donc là 7 milliards de dettes. Donc ces dettes, c'est principalement des convertible notes. Le problème, c'est que si l'action MicroStrategy, elle reste très haute, dans ce cas-là, les créanciers vont choisir de convertir cette dette en action plutôt que d'être remboursé en cash. Et par contre, si l'action MicroStrategy, elle chute lourdement, par exemple à cause d'une chute du cours du Bitcoin, dans ce cas-là, personne ne voudra, les créanciers ne voudront pas convertir ces convertible notes en actions MicroStrategy, et donc ils seront obligés de rembourser en cash. MicroStrategy sera obligé à ce moment-là de rembourser en cash, mais comme ils n'ont plus de cash, ils seront obligés soit de revendre des bitcoins pour pouvoir payer, ou bien, encore une fois, diluer encore plus leurs actionnaires pour pouvoir payer. Et ça, c'est encore tant qu'ils peuvent payer, parce que là, on est à un tel niveau d'irrationalité que ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive au moment où ils peuvent plus payer, tout simplement. Donc voilà, ça c'est les problèmes, mais c'est pas fini. Déjà, il y a des problèmes aussi avec le fondateur Michael Saylor, qui est pas vraiment... Je suis étonné Enfin, étonné, les gens font pas les recherches, mais c'est pas vraiment quelqu'un qu'on peut dire de confiance, quoi. Déjà en 2000, pendant la bulle internet, il avait falsifié les comptes de l'entreprise, et il a dû payer... il a accepté de payer 350 000 pour clore le dossier, quoi, 350 000 à la SEC pour clore le dossier, et il a dû aussi rendre 8,3 millions de dollars aux actionnaires qui ont été lésés dans l'affaire, quoi, qui ont été trompés par des chiffres, par exemple des bénéfices qui en réalité n'existaient pas, quoi. Donc déjà ça part mal. Et aujourd'hui, avec son entreprise MicroStrategy, il émet énormément d'actions pour acheter du Bitcoin, mais ensuite lui, il vend ses actions MicroStrategy massivement en échange de dollars. Donc j'ai mis MicroStrategy numéro 1 de ce top 4, parce que là on est dans la spéculation totale, et même très probablement dans le scam. Donc voilà pour ce top 4, numéro 4, Nvidia, numéro 3, Tesla, numéro 2, Palantir, et numéro 1, MicroStrategy. Et puis si vous voulez recevoir par email ma checklist d'investissement avec les critères que je regarde pour choisir une action, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description et sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus!